ravie de te recevoir ici, dans mon univers de travail. Et comme nous avons l'occasion de travailler ensemble, puisque tu es mon fournisseur, j'aurais voulu un petit peu en connaître un petit peu plus sur toi. Toi, ton activité et surtout comment tu es arrivé dans l'univers des huiles végétales et du savon. Bien, alors si on veut ne pas être trop dissert, je crois qu'il faut partir de l'idée que pour ma part je suis arrivé par le négoce des oléagineux. D'accord. Et le négoce des oléagineux, plutôt les oléagineux provenant des tropiques. Mhm. C'est depuis une trentaine d'années que j'ai baigné dans ce milieu du trading et ça nous permet d'avoir une connaissance très verticale. Parce que dans la mesure où nous nous sommes occupés de produits de culture, mais nous nous sommes aussi occupés de produits de cueillette. D'accord. Tout ce qui se passe, surtout on a commencé en Afrique de l'Ouest, provient de produits que nous récoltons en brousse. Donc on remonte et dans le temps et dans les techniques sur la partie de la fabrication de l'huile. Et à partir des années 80, on a commencé à transformer nos oléagineux. Sur place ou dans un premier temps sur place. D'accord. Et assez rapidement, on a pu trouver des marchés importants sur l'Europe et sur les États-Unis. Et il nous a fallu augmenter les process. Et on s'est rapproché, c'est la raison pour laquelle on s'est installé dans le Berry. On s'est rapproché d'une huilerie qui, suivant notre cahier des charges, a pu faire la trituration de nos oléagineux pour que nous puissions ensuite les vendre aux laboratoires de cosmétiques et de pharmacie en Europe et aux États-Unis. Et c'est à partir de cette connaissance de la trituration, disons du métier d'huilier, qui m'a permis de revenir moi un petit peu à mes origines. J'ai toujours été dans l'olive et où j'avais un oncle qui avait un moulin en Algérie. Et c'est quelque chose que je connaissais bien. Je connaissais bien la culture de l'olivier, je connaissais bien la fabrication de l'huile d'olive. Et j'ai retrouvé, à partir du moment où il y a une trentaine d'années, j'ai commencé à m'occuper de négoce de oléagineux, toute la verticalité de la fabrication des huiles en général et des huiles tropicales en particulier. Et assez rapidement, de par la demande, nous avons toujours été à la recherche d'oléagineux de qualité qui nous permettent d'avoir des huiles vierges de qualité. Mais la demande par les laboratoires de pharmacie et de cosmétiques, c'est toujours d'avoir des produits de plus en plus passés au marbre, disons. Ah, donc, ce qui veut dire que le raffinage est le passage obligé pour quelqu'un qui veut vendre des huiles à un laboratoire et qui veut s'installer dans le négoce. À ce moment-là, non plus des oléagineux, mais des huiles. Le raffinage est un passage obligé. Et à travers la technique de raffinage et la connaissance que nous avons dû acquérir pour suivre toutes les opérations de raffinage, tout simplement on s'est aperçu que tout huilier est un savonnier qui s'ignore. Parce que quand on veut raffiner une huile, bien tout simplement on met un petit peu de soude dedans et ça va agglutiner tous les acides gras libres et faire ce qu'on appelle une pâte à savon, une pâte de neutralisation. La neutralisation, qui est la première opération du raffinage d'une huile, est la manière d'obtenir, d'éliminer la pâte de neutralisation. Et déjà, donc, il y a peut-être une vingtaine d'années, on a commencé à se demander qu'est-ce qu'on pouvait faire avec nos pâtes de neutralisation. Et c'était des pâtes à savon et on s'est vite intéressé. Et j'ai pu à ce moment-là faire le lien entre ce que je voyais en Afrique, qui était une fabrication de savon par des méthodes ancestrales, puisqu'on continuait en Afrique à utiliser la potasse à travers la récupération des cendres, puisqu'on n'avait pas, les coopératives locales n'avaient pas de matières premières. Et
elle s'installait derrière les usines pour récupérer tous les déchets de l'usine oléagineuse. Et d'un côté, elles avaient le corps gras, et de l'autre côté, en faisant brûler tout ce qui leur passait par les mains, elles arrivaient à faire de la potasse. Et on arrivait à faire des savons qui avaient quelque chose de doublement extraordinaire, c'est-à-dire que d'abord, c'était des petits pains dermatologiques, donc elles s'en servaient pour toutes les irritations de la peau. Et ce qui m'avait étonné à cette époque, c'est-à-dire elles ne voulaient utiliser que ce savon pour leur couleur. C'est-à-dire comme ils adorent les wax, ils adorent les tissus très colorés, et les savons qui étaient faits comme ça, d'une manière ancestrale, avec de la potasse, permettaient de raviver la couleur. De leur tissu. De leur tissu. D'accord, elles s'en servaient aussi donc, pour nettoyer leur tissu. Donc il y avait une double utilisation, c'était quelque chose qui respectait le tissu, qui ravivait la couleur du tissu, et qui en même temps leur servait sur un plan dermatologique. Et ce qui fait que même pendant la période où je n'étais pas savonnier, j'étais en contact avec ces gens-là qui m'ont, disons, sensibilisé sur le fait qu'il existait d'autres savons, et elles gardaient le savon de Marseille pour des utilisations journalières, mais quand il fallait s'occuper de la peau ou des tissus, elles prenaient leur propre savon. D'accord. Et ce qui fait que, à partir du moment où d'un côté j'avais l'aspect purement chimique de neutralisation, où on vivait tous les jours une modification de l'huile à travers l'introduction de soude, et de l'autre côté, sur un plan de mon historique personnel, le fait de voir des vrais savons utilisés non pas uniquement pour nettoyer, mais pour soigner la peau et les tissus, je me suis toujours dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans notre système. Puisque les savons industriels sont fabriqués comment jusqu'à présent? Alors c'est assez simple si on remonte dans l'histoire, c'est que on vient d'une erreur d'un de nos plus brillants chimistes, et M. Chevreul, quand en 1820 il redécouvre un produit qui existe dans les huiles, qui avait été déjà, on avait trouvé un principe doux dans les huiles, on ne savait pas ce que c'était, et petit à petit ce principe doux, Chevreul découvre que c'est de la glycérine, il trouve qu'il y a de la glycérine dans les huiles. Il arrive à l'isoler et à savoir que c'est de la glycérine. Et alors c'est à travers la pratique du savon, et on va voir que toutes les appellations, que toutes les définitions en chimie vont tourner, en chimie de l'huile, vont tourner autour des termes de saponification. D'accord. Et seulement il fait une grosse erreur sur le plan de l'appellation des mots, c'est-à-dire qu'on lui donne un savon, et on dit, ben voilà, ça c'est une matière avec laquelle on se nettoie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et il a trouvé la formule, il va dire, ben c'est simple, voilà. Bon, il a mis 10 ans pour le trouver. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens, c'est pour ça. Et donc il dit, ben voilà, vous mettez une huile plus de la soude, et vous obtenez du savon plus de la glycérine. C'est-à-dire, on lui donne un produit, et il donne le même nom à une partie du produit qu'à la totalité du produit. Je comprends. Et on se retrouve avec le mot savon qui décrit un membre de notre équation. Savon égale huile plus soude égale savon plus glycérine, mais c'est du savon. Et donc on fait glisser, l'industrie, disons, plonge sur cette mauvaise définition, et elle dit dessus, donc le savon, c'est le savon sans la glycérine. Ben oui. Et donc, par définition, il n'y a pas de glycérine dans le savon. Puisque M. Chevreul a dit que c'était savon plus glycérine. Alors que 2 jours avant qu'il découvre, au 17e ou 18e, le savon c'était l'ensemble. Parce que de toute façon, quand la pâte qui sort de l'association d'une huile plus de la soude, c'est une pâte qui est uniforme, qui est homogène, qui contient elle-même la glycérine. Exactement. Donc c'est bien ça qu'on peut considérer comme du savon. Alors ce qui se passe, c'est qu'on est juste au moment de la révolution industrielle, et que tout le monde ne veut qu'une chose, c'est produire beaucoup. Alors on se retrouve
avec une chimie du savon qui prend en 3 minutes. Ah oui. Donc comment faire un savon industriel alors que ça prend en 3 minutes et qu'on se retrouve avec des blocs où la glycérine est à l'intérieur. Et là, comme on est brillant à cette époque, en même temps qu'on découvre la soude industrielle, avec M. Leblanc, on découvre en même temps que si on rajoute de l'eau, on ralentit la saponification. Et donc au lieu de faire dans sa cuisine 5 kg de savon en 3 minutes, on va à Marseille faire une cuve de 20 tonnes, et au lieu de faire 5 minutes, on va prendre une semaine, parce qu'on va rajouter beaucoup d'eau. D'accord. Et l'eau donc va ralentir la saponification, qui va tout doucement faire en sorte que la glycérine va tomber dans l'eau. Elle est hydrosoluble. Et à ce moment-là, quand on va enlever l'eau, on enlève la glycérine. On récupère et l'industriel découvre le moyen de fabriquer de la glycérine, et il s'aperçoit de suite que le savon devient un sous-produit de la fabrication de la glycérine. Parce qu'il découvre les propriétés hydratantes de la glycérine. Parce qu'il découvre les propriétés et il voit que ça va se vendre 10 fois, 20 fois plus cher, 50 fois plus cher. Que du savon. Voilà. Et petit à petit, nous perdons, dans les années 50 même, nous perdons l'industrie du savon, puisque le savon de Marseille, c'est un conteneur de savon qui arrive à Marseille, mais il n'est plus fabriqué à Marseille, il n'y a plus que 2 ou 3 usines, mais sinon il n'y a plus d'industrie du savon à Marseille. Donc on va avoir notre conteneur qui arrive où? Qui arrive d'Asie, où on apprend à faire du savon en grande quantité, en le mettre en copeaux, mais bien sûr on lui a enlevé sa glycérine. Ah oui. Et ce qui fait que depuis 200 ans, on a un produit agressif qui va obliger dans les années 50 à les dermatos disant mais arrêtons de mettre du savon sur la peau, c'est un produit très agressif. Personne ne va chercher l'historique, personne ne va chercher qu'en fait au départ le savon n'était pas agressif. On se contente de dire le savon actuel est agressif, donc s'il vous plaît, Monsieur Dove, inventez-nous un savon sans savon. Bien sûr. Et on se retrouve aujourd'hui avec un savon sans savon, avec plein de choses qu'on met sur la peau, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Et on en arrive maintenant où le Federal Food aux États-Unis commence à dire mais en fait rien n'a jamais prouvé que votre savon sans savon n'était pas inoffensif. Il y a peut-être quelques petits problèmes cancérigènes à l'intérieur. À quoi sert le savon sans savon? On remet en cause le savon en savon, toujours sans aller chercher l'historique et sans aller savoir qu'il y a plein de gens qui font du savon comme on le faisait il y a 200 ans. Tout à fait. C'est la saponification à froid, mais qui oblige ce type de modèle économique à rester artisanal, puisque comme on revient au départ et qu'on n'a plus le temps, eh bien on se retrouve avec une fabrication qui dure 3 minutes, et en 3 minutes, on ne peut pas faire de grosses quantités. Donc on a toujours dans notre savon plein de glycérine, on a un magnifique savon, mais on ne sait pas le rendre industriel. On revient au point de départ. D'accord. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un savon saponifié à froid en grande quantité. Il ne peut être qu'artisanal. C'est pas possible.